Bonsoir à tous. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce soir à Ajaccio par deux inconnus. Il était un peu plus de 21h et Claude Érignac a été abattu en pleine rue alors qu'il sortait de sa voiture. C'est la première fois qu'un haut fonctionnaire de l'État est assassiné en Corse. Les faits, William Irigoyen. C'est à 21h15 que Claude Érignac a trouvé la mort. Le préfet de la région Corse a été assassiné devant le complexe de loisirs du Calisté en plein centre d'Ajaccio. Claude Érignac se rendait avec son épouse à un concert. Il venait de descendre de sa voiture lorsque deux personnes, peut-être plus, se sont précipitées sur lui. Ils ont tiré plusieurs coups de feu dans le dos de Claude Érignac. Les services de police auraient retrouvé un pistolet à proximité du lieu de l'assassinat. On ne connaît pas pour l'heure le calibre de l'arme utilisée. Âgé de 60 ans, Claude Érignac avait été nommé préfet de Corse en janvier 1996. Cet assassinat intervient 2 semaines après l'annonce par le FLNC Canal Historique de la fin de la trêve des attentats, mais pour le moment, rien ne permet d'affirmer qu'il s'agit là d'un assassinat politique. Claude Érignac est le premier haut fonctionnaire de l'État assassiné dans l'île. Philippe Seguin, président du RPR, exprime ce soir son sentiment d'horreur devant un acte de sauvagerie aussi insensé. Et Laurent Fabius, président de l'Assemblée nationale, estime qu'il s'agit là d'un acte odieux qui appelle la condamnation la plus ferme. Claude Érignac était préfet de la région Corse depuis janvier 1996. Il avait 60 ans et l'essentiel de sa carrière s'était déroulé dans le corps préfectoral. Portrait avec cette correspondance signée Jacques Cardoz. Discret comme doit l'être un préfet, surtout en Corse, Claude Érignac n'avait jamais suscité le moindre sentiment de haine à son égard. Jamais Claude Érignac n'avait enfreint les codes en vigueur dans l'île. Il était à la fois respectueux de l'identité corse et tentait d'être le digne représentant de l'État, un État si difficile à appliquer dans l'île. Un homme dont jamais personne n'a eu à se plaindre. Âgé de 60 ans, il a été nommé en 1996 après une carrière qui l'a mené du Pas-de-Calais à l'île de Beauté en passant par le Gers. Selon nos informations, rien ne laissait présager un tel acte dans la vie d'un homme resté dans l'ombre. Bonjour à tous, un attentat sans précédent a été commis hier soir en Corse. Le préfet de cette région, c'est-à-dire le plus haut représentant de l'État dans cette île, a été abattu en pleine rue à Ajaccio. Lionel Jospin et Jean-Pierre Chevènement sont partis pour la Corse ce matin. La classe politique condamne unanimement cet attentat. Nous écouterons tout à l'heure les réactions et en premier lieu celle du chef de l'État, mais d'abord les faits avec Michel Fine, Pascal Doucet-Bon et Emmanuel Bec. Ces assassins ne lui ont laissé aucune chance. 3 balles dans la tête de calibre 9 mm tirées dans le dos. Il est un peu plus de 21h hier soir. Le préfet Érignac vient de garer sa voiture pour Napoléon. Il se dirige à pied vers le théâtre Calisté car il va au concert. A-t-il été suivi? Quelqu'un a-t-il prévenu de son arrivée les meurtriers placés en embuscade? C'est une hypothèse. Les assassins sont jeunes, peut-être moins de 20 ans. Ils sont de type maghrébin, des témoins les ont vus car ils n'ont même pas pris la peine de cacher leur visage. L'un d'eux porte une casquette, ils sont en jean, pull et blouson. Après avoir tiré, ils s'enfuient à pied. Pour Napoléon, un témoin voit 2 jeunes de type maghrébin monter dans une voiture garée à quelques mètres du lieu du crime. Il relève le numéro d'immatriculation. 1 heure plus tard, la police arrête les propriétaires du véhicule. Ils sont actuellement confrontés aux témoins. Sur les lieux du crime, les enquêteurs ont retrouvé 6 douilles et surtout le pistolet, un Beretta 9 mm. L'arme a été volée en septembre lors de l'attaque d'une gendarmerie à Petrosella, au sud de la Corse. Un acte attribué selon les policiers à une branche dissidente du FLNC Canal Historique. Au SRPJ d'Ajaccio, l'enquête progresse. Les 3 jeunes arrêtés hier soir sont toujours en garde à vue, mais les témoins ne les auraient pas identifiés. Les policiers vont donc chercher sur leurs mains des traces de poudre afin de savoir s'ils sont ou non les meurtriers. En fin de matinée, le juge Gilbert Thill et le chef de la section antiterroriste du parquet de Paris, Irène Stoller, sont arrivés à l'aéroport d'Ajaccio. Ils viennent diriger l'enquête. Le ministre de l'Intérieur est arrivé ce matin à Ajaccio. Jean-Pierre Chevènement demande aux Corses de se mobiliser pour permettre à la vérité d'éclater. La population est sous le choc, atterrée et indignée. Jacques Cardoz, Jean-François Georgetti. Geste inqualifiable, semble dire cet homme. Au petit jour, l'ambiance est lourde, pesante. C'est le représentant de la République qui a été abattu hier soir. Et ce matin, tous ont le visage grave. Émile Zuccarelli, première personnalité à se rendre au chevet du défunt,
d'un homme qu'il connaissait. Un homme direct et justement d'un abord facile, se déplaçant, je dirais aisément, et on l'a bien vu, sans requérir de protection particulière. Mais l'émotion la plus forte, la plus palpable en tout cas, est dans la rue. Des fleurs et des mots pour témoigner. Ici, un registre de condoléances a été ouvert. Je voulais dire tous mes regrets pour le peuple corse, pour ce qu'on représente, parce que je suis corse avant tout, je suis né ici, j'ai toujours vécu ici, et ça ne se fait pas. C'est pas de chez nous. Bien sûr, ça me choque. En fait, c'est la première fois en Corse qu'on voit ça. On devient pire qu'au Texas maintenant, c'est pas possible. Par la colère, par l'émotion, les Corses expriment un peu de leur écœurement. Oui, il s'agit d'un aveu d'impuissance, dit leur représentant à l'Assemblée de Corse. On entend, c'est vrai, souvent les mêmes litanies. Et tous les responsables politiques ou administratifs tiennent toujours les mêmes propos. Mais quand on a atteint le paroxysme, il y a sans doute autre chose à faire. Et de l'État, j'attends sa détermination. Et de notre communauté, j'attends une manifestation de dignité et d'espérance. Toujours la même litanie, toujours le même scénario au lendemain d'un tel événement. Renfort de police dans les rues de la ville, bientôt dans toute la Corse, avec l'arrivée du GIPN. Pendant ce temps, le ministre de l'Intérieur réclame l'aide de toute la population. Je voudrais demander à tous nos concitoyens de nous aider pour faire la vérité. Car un homme est mort, c'est celui qui représentait la République en Corse, et il était abattu dans des conditions de lâcheté. Je crois qu'il en va de l'avenir de la Corse, si nous ne voulons pas sombrer dans une régression barbare. En attendant les progrès de l'enquête, le Premier ministre Lionel Jospin est venu lui aussi témoigner de son émotion auprès de la famille du défunt, clôturant ainsi une matinée de deuil. Acte considérable par la force du symbole, l'assassinat du préfet Claude Érignac est la plus grave atteinte à l'autorité de l'État jamais enregistrée en Corse. Jacques Chirac, Lionel Jospin et plusieurs membres du gouvernement viennent d'annoncer qu'ils participeront lundi ensemble à Ajaccio à un hommage solennel. Dans ce journal, nous reviendrons sur la condamnation et l'indignation unanime de la classe politique après cet attentat, mais d'abord les faits. Il était un peu plus de 21h en plein centre d'Ajaccio lorsque le préfet a été tué de plusieurs balles. Ce soir, 3 suspects sont en garde à vue et pourraient être directement liés à l'attentat. Michel Fine, Jacques Cardoz et Jean-François Giorgetti. On ne sait toujours pas ce soir qui a assassiné le préfet Érignac. Depuis hier, 2 hommes sont en garde à vue. La police avait effectué des prélèvements sur leurs mains et leurs bras pour tenter d'y trouver des résidus de poudre. Les premiers résultats connus il y a 1 heure sont partiellement négatifs. Ces 2 Marocains d'à peine 20 ans ont été arrêtés hier 1 heure après le meurtre. Un témoin avait cru les reconnaître tout près du lieu du crime. Selon cet homme, les assassins étaient comme eux, de type maghrébin, et portaient la même tenue vestimentaire, casquette, jean et blouson. Il y a un certain nombre d'expertises qui sont menées. Mais même si cette piste s'avérait, véritable, elle ne nous conduirait pas certainement au véritable commanditaire. Cet après-midi, la police judiciaire est revenue sur les lieux du crime. Minutieusement, les enquêteurs refont de jour les constatations qu'ils ont déjà effectuées de nuit. Ils savent que les assassins ont tiré 3 balles en pleine tête. L'arme du crime, un Beretta 9 mm, les mènera peut-être jusqu'au commanditaire. Le pistolet a été dérobé il y a 6 mois dans l'attaque d'une gendarmerie à Petrosella, en Corse du Sud. Un acte attribué à une branche dissidente du FLNC Canal Historique. Ce matin, la Concolte, façade légale de ce FLNC, a préféré condamner le crime. Nous condamnons bien sûr l'assassinat du préfet Érignac et surtout nous dénonçons malheureusement une fois de plus les dérives qui ont pu amener à cette situation. Irène Stoller, chef de la section antiterroriste du parquet de Paris qui dirige l'enquête, a encore beaucoup à faire. La police judiciaire continue quant à elle ses investigations. De leur côté, les hommes du RAID et de l'Office central de répression du banditisme ont débarqué sur l'île discrètement à la mi-journée. Et nous rejoignons maintenant en direct à Ajaccio Benoît Duquesne. Benoît, l'enquête, on l'a dit, progresse. Actuellement, 3 personnes sont placées en garde à vue et leur signalement correspondrait au type maghrébin.
Absolument. Et si cette piste se vérifiait, eh bien, il faudrait expliquer comment des nationalistes corses peuvent être amenés à faire appel pour lutter dans leur lutte contre la France, à faire appel à des hommes ou à des jeunes hommes de nationalité marocaine. Alors d'après les spécialistes de la lutte antiterroriste, eh bien, ça ne serait pas tout à fait une surprise, en tout cas pas une première, puisque dans d'autres faits mineurs, enfin en tout cas moins graves, eh bien, on a déjà vu des petits malfrats de banlieue, quelquefois d'origine étrangère, enrôlés comme ça par des nationalistes pour poser une bombe ici ou là, notamment dans le sud de la France. Mais si ce n'est pas forcément une surprise, en tout cas, ce serait quand même le signe d'une certaine déliquescence de ce mouvement. On pourrait dire qu'il s'agit d'une sorte de mercenaires utilisés par des organisations clandestines dissidentes ? Alors, c'est un petit peu toute la question. C'est là-dessus qu'ont beaucoup insisté M. Jospin et M. Chevènement, savoir qui manipule éventuellement, qui commandite, qui a pu armer les bras de ces jeunes, si encore une fois, ce sont eux, ce qui n'est pas prouvé pour l'instant, pour effectuer quand même l'un des actes des terroristes les plus importants qu'il puisse exister, assassiner un préfet de la République. Alors, dans un premier temps, on pense bien sûr au FLNC Canal Historique. Pourquoi ? Eh bien, pour toutes sortes de raisons. D'abord parce qu'ils ont mis frein à la trêve qu'ils avaient eux-mêmes décidé au lendemain de l'arrivée des socialistes au pouvoir. Ensuite parce que la personnalité du préfet Claude Érignac, en tout cas son arrivée, pouvait pour eux être synonyme de le changement de politique de M. Juppé quand il avait décidé de laisser tomber certaines négociations clandestines au profit des arrestations, à commencer par celle de François Santoni qui était l'un de leurs leaders. Et puis il y a la proximité des élections régionales ou territoriales comme on dit ici. Et là on peut imaginer qu'un mouvement comme celui-là ait envie de réapparaître brutalement sur la scène politique alors qu'il est en perte de vitesse. Mais tout cela n'est pas aussi simple. D'abord parce que la plupart des mouvements nationalistes ce soir condamnent cet attentat, et puis ensuite parce que cette mouvance se déchire de mois en mois, de plus en plus, en de multiples groupuscules, et qu'il est très difficile de les contrôler, bien évidemment, de savoir ce qu'ils font, et que cela permet toutes les surenchères. Les trois couleurs de la République et l'uniforme de Claude Érignac habillent son dernier adieu à l'île de Beauté. Son épouse souhaitait ramener le corps aujourd'hui sur le continent. 300 personnes sont venues à la préfecture. Toutes parlent de l'image bafouée de la Corse, d'un au revoir nécessaire à l'homme et d'un hommage pudique à sa fonction. Tout le monde est retourné par cette atteinte à la démocratie, je dirais à la Corse, à la France, à la République. Alors. Au fond de nous, chacun est responsable. Parce que si on n'avait pas laissé la violence se banaliser, on n'en serait peut-être pas là aujourd'hui. Le long du cortège, certains se signent, tous se taisent. Claude Érignac a traversé pour la dernière fois Ajaccio, la ville qu'il avait appris à aimer. À l'aéroport, les élus, les décideurs économiques de la région l'attendent. Le préfet était un négociateur ferme mais ouvert. Tous sont d'accord là-dessus. Quant aux collaborateurs du préfet, très émus, ils évoquent un homme affable et riche d'esprit, amoureux de cinéma, de sport et de musique, bien sûr. Comme son épouse et ses enfants, il se sentait bien en Corse. Claude Érignac sera enterré mardi à Montbrun, dans la vallée du Tarn, dans la plus stricte intimité. Depuis plusieurs heures, ils attendent. Voisins, amis, simples particuliers, peu de mots, juste une présence, symbole d'affection. Demain et après-demain, il y aura toutes les grosses villes, mais pas nous, pas les gens humbles, pas les gens du village. Alors on lui a dit au revoir aujourd'hui. Le convoi passe en silence. Seuls les proches sont admis autour de la maison du préfet. Les gendarmes ont établi un périmètre interdit, conformément aux souhaits de la famille. Claude Érignac reposera ici, mardi. Ses cendres seront disposées dans une urne aux côtés de celles de sa mère. Un office d'espérance et d'appel à la paix sera célébré par le pasteur Lepp. Les chrétiens de Corse devraient se mobiliser pour faire vivre ces valeurs, alors que tant de messagers de mort veulent mettre en péril notre société. Le village de Montbrun est en état de choc. Il y a 5 jours, ici même, le préfet était venu en visite privée. Il a voulu voir son ami, monsieur le préfet Veil, chez qui il a partagé le repas mardi dernier. Il serait resté 5 ou 6 jours de plus. Peut-être que l'attentat n'aurait pas eu lieu. Les 60 habitants suivront demain avec intérêt la cérémonie d'Ajaccio. Attentifs aux propos des officiels sur la Corse, bien sûr, mais surtout
à l'hommage rendu à l'enfant du pays. Depuis vendredi soir, nombre d'hommes politiques en Corse et sur le continent ont évoqué à propos de cet assassinat l'ombre de la mafia. Le grand mot est lâché. Mais il faut rester très prudent, car si effectivement la Corse connaît une dérive mafieuse depuis plusieurs années, la situation dans l'île n'a encore, et c'est heureux, rien à voir avec ce qui se passe en Sicile, même si le risque d'une semblable situation n'est pas à écarter. Hervé Bosini. Palerme affiche le deuil. Drapeau retenu, geste solidaire adressé à la Corse. Ici, l'on sait ce que mafia veut dire. Ajaccio, la mafia, on en parle aussi dans cette cité bouleversée par la mort de son préfet. On en parle même comme une piste possible pour expliquer son assassinat. C'est l'occasion de mettre un terme à cette dérive dont les arrière-plans semi-mafieux ne sont que trop apparents. Question, l'intégrité du préfet était-elle devenue une gêne pour ses arrière-plans semi-mafieux? Sur le territoire, le représentant de l'État avait exercé son autorité ici en particulier. Un cadre superbe, une affaire à saisir. L'armée vend son patrimoine. La citadelle de Montlord de Bonifacio s'étend sur une superficie de 35 000 m². Et déjà s'avance le projet de construire un hôtel et un casino. Pas question, dira Claude Érignac. Le haut fonctionnaire est soupçonneux. L'argent qui se cache derrière le projet semble fort douteux. Blocage de la vente aux enchères, aux grandes dames de l'auteur du projet, qui n'est pas au bout de ses peines. Un an plus tard, le différend se déplace vers Ajaccio. C'est au tour du casino de se voir refuser son plan de développement. Voilà trop de machines à sous à 2 pas d'un établissement scolaire, dira le préfet. Décidément, après le refus de l'achat de la caserne, l'homme du casino, c'est le même, petit parrain local, était dans le collimateur de la préfecture. Un autre paradis corse avait attiré les convoitises, les îles Lavazzi et Cavallo. Cavallo, résidence pour milliardaires, souvent plastiquée, miraculeusement épargnée ensuite contre rétribution. Un haut lieu de l'imbrication entre mouvance nationaliste et mafia. Selon le journal Le Monde, un rapport de la Direction de la protection et de la sécurité de la défense a d'ailleurs mis en lumière le rôle d'un homme lié à la mafia italienne, un rôle actif dans plusieurs de ses projets immobiliers. Dans les années 83-85, un policier avait évoqué les dérives mafieuses de l'île. À l'époque, déjà, il ne fallait pas trop en parler, parce que vraiment, dans le mouvement nationaliste, on ne voulait pas l'admettre. Et ça a peut-être été une des causes, d'ailleurs, essentielles des divergences par la suite et des scissions. L'argent du racket, les trafics en tout genre, le détournement de l'argent public, la mafia sicilienne s'en est fait une spécialité, mais à une toute autre échelle. 40 000 hommes constitueraient les troupes de la mafia. Poids financier, 230 milliards de francs, l'équivalent de la firme Fiat. Et quand on parle aux spécialistes d'une association possible avec la Corse, selon moi, les grandes associations mafieuses italiennes ne se sont jamais associées aux Corses. Le préfet Érignac n'aurait donc contrecarré ce qui n'est encore qu'une dérive mafieuse. La clé de son assassinat est-elle à rechercher sur cette piste? En tout cas, cette dérive constitue maintenant une cible claire pour l'État. La Corse a un nouveau préfet. Jean-Pierre Chevènement a fait le voyage pour installer Bernard Bonnet, qui a aussitôt pris ses fonctions à Ajaccio, une semaine jour pour jour après l'assassinat de Claude Érignac. Bernard Bonnet, décrit comme un homme énergique et capable, a rencontré tout à l'heure les élus de l'île. Il est pour le ministre de l'Intérieur l'homme qu'il faut à l'endroit qu'il faut. Reportage Agnès Varamian, Emmanuel Beck. L'hommage de Bernard Bonnet aux morts pour la France. L'inclinaison est rituelle pour un préfet qui entre en fonction, mais cet après-midi, la cérémonie n'avait rien d'une formalité. Présentation solennelle des anciens combattants, des élus, à un préfet dont on flatte la fermeté. Des hommes politiques, premiers concernés par la commission d'enquête parlementaire sur la gestion de l'argent public en Corse. Représentant la classe politique, il me paraît insupportable de l'avoir mettre en cause à tout bout de champ et de confondre tout le monde avec n'importe qui. Il est temps que les choses soient dites clairement. Il y a des élus qui sont dignes de respect, peut-être y en a-t-il d'autres qui le sont moins, que M. le Préfet apprécie. Un préfet arrivé quelques heures plus tôt, sous haute surveillance. Accompagné avec force symbole par Jean-Pierre Chevènement, l'État signifie la venue du ministre de l'Intérieur ne saurait se laisser intimider. Le palais Lantivy. Bernard Bonnet connaît bien les lieux.
Il était ici préfet de police de juillet 91 à octobre 92 et ému ce matin d'y revenir. Sa mise en place fut l'occasion pour Jean-Pierre Chevènement de lancer un message. J'attends de nos concitoyens corses qu'ils nous aident à faire la lumière. Plusieurs dizaines d'appels ont été reçus sur le numéro vert, mais d'autres moyens existent pour nous aider à arrêter les assassins. Bernard Bonnet sera jugé sur ses actes, car pour beaucoup de Corses, sa venue après les grandes manifestations de rue est peut-être une chance de retrouver confiance en l'État. 10 mois après l'assassinat du préfet de Corse, Claude Érignac, l'enquête progresse selon son successeur Bernard Bonnet. Après de nombreuses interpellations dans les milieux nationalistes agricoles, 5 membres du syndicat des enseignants corses ont été arrêtés cette semaine. Une nouvelle voie, une nouvelle piste pour les enquêteurs, Michel Fine. En fait, ce n'est pas à proprement parler une nouvelle piste, c'est plutôt ce qu'on pourrait appeler une piste complémentaire. Les enquêteurs de la division nationale antiterroriste sont partis sur un tuyau DRG, une indiscrétion désignant quelques intellectuels de la mouvance nationaliste. En particulier, un prof d'histoire géo d'une 30aine d'années qui s'appelle Philippe Castella. Les policiers auraient retrouvé chez lui des plans, des traces de repérage effectués pour préparer un attentat commis sur le continent contre un rectorat. Cet attentat aurait été commis contre l'avis de la direction du FLNC Canal Historique qui aurait exclu à ce moment-là Philippe Castella. Ce prof d'histoire géo est donc un dissident du mouvement, et c'est intéressant. Chez lui, les policiers auraient retrouvé des éléments pour le moins troublants, en particulier un ordinateur et une imprimante du même type que ceux qui ont permis de rédiger et d'imprimer le texte revendiquant l'assassinat du préfet Érignac. Attention, en aucun cas ce n'est une preuve, car les spécialistes de l'informatique sont aujourd'hui incapables de dire si c'est cette imprimante, précisément, qui a édité ou non la revendication, mais c'est un élément. Les juges antiterroristes vont mettre en examen Philippe Castella. Ils s'intéressent désormais à ses fréquentations. Ils veulent savoir s'il était proche de certains agriculteurs de la plaine orientale en Corse, eux aussi dissidents du FLNC Canal Historique. Car ce qu'on a appelé la piste agricole, cette fameuse piste explorée depuis le début par les magistrats et les policiers, cette piste n'est pas abandonnée. En Corse, 10 mois après l'assassinat du préfet Érignac, les enquêteurs semblent se tourner vers d'autres pistes que celles du monde agricole, suivies jusqu'à présent. Depuis la semaine dernière, c'est en effet chez les enseignants nationalistes que les dernières interpellations et mises en examen ont eu lieu. Un milieu qui ne reste pas sans réagir. Alain Chabot, Christian Walter. Un convoi de voitures de police sur l'aéroport, en fait, le transfert vers Paris en milieu de semaine dernière de plusieurs militants du milieu enseignant. Parmi eux, Jean Castella, depuis mis en examen pour association de malfaiteurs en marge du dossier Érignac. Les enquêteurs reprocheraient à ce professeur d'histoire-géographie en poste dans ce lycée de Bastia d'être impliqué dans la préparation et la revendication de certains attentats. Ça relève systématiquement de l'intrigue. Monsieur Castella est passé à Strasbourg. Plus tard, il y a eu un attentat à Strasbourg, donc forcément, M. Castella y est pour quelque chose. Et si M. Castella n'a pas pris l'avion le soir parce que M. Castella avait envie de se divertir, il y a forcément un relais. Ça, c'est ce qu'on appelle la construction d'intrigue. En histoire, c'est un nom, on appelle ça le révisionnisme. Jean Castella, aujourd'hui incarcéré, était également chargé de cours ici, à la faculté de Corté, dans une filière tourisme pour la formation de guides professionnels. Il organisait donc régulièrement des stages sur le continent. Pour ses étudiants, son interpellation est une surprise. Jamais, pour un enseignant qui aurait été engagé, jamais aucun discours politique n'a été intégré dans ses cours. En aucun cas. D'autres parmi ses étudiants ont été inquiétés, comme cette jeune femme encore choquée par ses 12 heures de garde à vue. Je me suis vue entendre dire « Mademoiselle, vous avez la liberté de penser ce qui est autorisé par la loi ». Je vous laisse méditer cette phrase et c'est tout simplement l'officialisation du délit d'opinion. Avec ses 3500 étudiants, l'université de Corté fait figure de creuset culturel du nationalisme. Mais jamais jusqu'ici, la division nationale antiterroriste ne s'y était intéressée dans l'enquête sur le meurtre du préfet. Aujourd'hui, nous pouvons être quand même inquiets lorsque l'on voit l'État passer de la piste agricole à la piste enseignante, sans aucun élément. Cela, pour nous, cela s'apparente à la chasse aux sorcières. Alors, en signe de désapprobation, étudiants et enseignants appellent ici à une manifestation. Hier, la veuve du préfet de Corse, Claude Érignac, assassiné en février 1998, s'interrogeait dans un communiqué à l'agence France-Presse sur le remue-ménage entre policiers et juges dans l'enquête sur cet assassinat. Cette polémique agace manifestement le ministre de l'Intérieur. Reportage Michel Fine et Jérôme Soulard. C'est depuis longtemps une rumeur, c'est devenu une certitude. Ces deux hommes se détestent.
Pourtant, ils travaillent ensemble, ils sont co-saisis dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. D'un côté, le très médiatique Jean-Louis Bruguière, pionnier de l'antiterrorisme. De l'autre, Gilbert Thiel, un juge venu de Nancy. Depuis son arrivée en 1995 au sein du pôle antiterroriste, l'ambiance n'est pas au beau fixe. C'est une fuite au niveau de l'enquête qui a tout déclenché. Il y a 15 jours, le Canard enchaîné et l'Est républicain publient les extraits d'un rapport de police. Le parquet de Paris ouvre immédiatement une information judiciaire, recel de violation du secret de l'instruction. En clair, un juge est chargé de trouver d'où vient la fuite. Au sein du pôle antiterroriste, l'heure est au soupçon. L'affaire vient sur la place publique. Hier, la famille Erignac a fini par demander dans un communiqué que les juges oublient leur querelle. Il faut que les gens travaillent ensemble, se fassent confiance. Et il est clair que si les magistrats ne travaillent pas main dans la main, entre eux d'abord, puis ensuite avec les services de police, on n'aboutira jamais. Je crois qu'il faut que chacun prenne ses responsabilités, chacun reprenne son calme, et la famille ne demande que cela. À la sortie du Conseil des ministres ce matin, Jean-Pierre Chevènement était aussi sévère. Toute polémique est regrettable. Il y a un intérêt, et un seul. C'est l'intérêt de l'enquête et de son aboutissement. Tout le reste est subalterne, voire nuisible. Jean-Louis Bruguière, Gilbert Thiel et Laurence Levert, le troisième juge chargé de l'enquête, tous ont été entendus. Au palais de justice, un magistrat recherche toujours l'auteur de la fuite. L'activité judiciaire continue concernant les dossiers en cours en Corse. L'interpellation de Mathieu Philidori et son transfert ce soir à Paris pour être présenté au juge Jean-Louis Bruguière a été réalisé dans le strict cas du dossier de l'assassinat du préfet Claude Erignac. Explication Michel Fine. Samedi après-midi, il défilait à Ajaccio parmi les nationalistes, mais se faisait discret. Mathieu Philidori savait qu'à n'importe quel moment, la justice pouvait venir lui demander des comptes. Depuis plusieurs mois, dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac, Mathieu Philidori, éleveur, représentait la piste agricole. Au centre de l'accusation, ce texte, écrit par Mathieu Philidori en 1979 et diffusé depuis à plusieurs milliers d'exemplaires. En lisant des revendications d'attentats liés à l'assassinat du préfet Erignac, les policiers ont retrouvé des expressions, des phrases entières de ce texte. Cette phrase, notre violence est résistance, notre violence est légitime, car est la volonté populaire qui se dresse pour redevenir souveraine. Selon les enquêteurs, Mathieu Philidori pourrait donc être l'un des auteurs de la revendication de l'assassinat du préfet Erignac. Jamais je n'aurais été collé quelque chose en recopiant ce qui a pu être dit par moi en 79, je n'aurais jamais été recopier ça sur un paragraphe qui ne correspond plus du tout à ce que je pense. Il faudrait que je sois fou à lire. À l'origine, Mathieu Philidori devait être mis en examen en janvier, avant la date anniversaire de l'assassinat du préfet Erignac. Des fuites dans la presse ont retardé le projet. 5 mois plus tard, l'épouse du préfet Bonnet affirme dans une interview que l'enquête Erignac a échoué. Mathieu Philidori est arrêté le lendemain. Ce n'est peut-être qu'une coïncidence, cela prouve en tout cas que l'enquête avance. Bonsoir. La police resserre son étau sur le milieu nationaliste corse. Après un premier coup de filet hier, elle a procédé à 2 nouvelles interpellations aujourd'hui dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. La police qui posséderait de nouvelles pistes, de nouveaux éléments. Le point avec Christophe Bardi. Explication de Christophe Bardi sans doute dans un instant sur cette série d'interpellations qui a commencé hier et qui s'est poursuivie aujourd'hui. Sa convocation, la sœur d'Ala Ferrandi a finalement été entendue cet après-midi par les enquêteurs de l'hôtel de police d'Ajaccio. Audition également des parents du nationaliste corse ce matin, ce qui porte à 11 le nombre des interpellations en 48 heures. Hier, la police procédait en effet à l'arrestation d'Alain Ferrandi ainsi que de 6 de ses proches. Ferrandi, qui est aux yeux des forces de l'ordre, le chef d'un groupe nationaliste en Corse du Sud. Mais il est surtout un fidèle de Jean Castella, un autre nationaliste incarcéré en novembre 1998. Les 2 hommes font figure de principaux suspects dans l'assassinat du préfet Erignac le 6 février 1998. Ils auraient conversé avec leur portable le soir même du meurtre, aussi bien avant qu'après l'acte. La police a d'ailleurs saisi hier des listings de leurs appels. Les dernières arrestations en Corse s'inscrivent dans le cadre d'une enquête longue et périlleuse. C'est à partir de l'arme du crime retrouvée sur les lieux que les policiers ont d'abord expliqué les attentats de Pietrozella, de Vichy et de Strasbourg perpétrés quelques mois auparavant. Ces attentats auraient selon toute vraisemblance servi à préparer le meurtre du préfet.
La piste agricole est alors explorée. Elle permettra l'arrestation de 2 hommes, à commencer par Marcel Lorenzoni. À partir de cette arrestation et des multiples auditions qui suivront, un 2e homme est arrêté, Mathieu Philidori. C'était jeudi dernier. Il a été mis en examen pour complicité d'assassinat. Il est accusé d'être l'auteur de plusieurs revendications d'actes terroristes. 12 interpellations en 3 jours en Corse où les policiers multiplient leurs opérations dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. C'est encore dans la région de Cargèse, dans le sud de l'île, que la division nationale antiterroriste est intervenue aujourd'hui pour arrêter 2 hommes. Stéphane Grand, Pierre-Julien Kiers. Cette fois, c'est dans la région de Cargèse que les hommes de la DNAT ont mené une nouvelle opération policière, la 3e en 3 jours. Ils ont interpellé aujourd'hui les 2 fils d'un ancien député des Alpes-Maritimes. En tout, ce sont 12 personnes, proches des milieux nationalistes, qui ont été placées en garde à vue ces derniers jours. Un brusque coup d'accélérateur dans l'enquête sur l'assassinat de Claude Erignac, dû aux expertises pratiquées sur les téléphones portables de certains de ses protagonistes. Des expertises qui, selon les enquêteurs, peuvent affirmer aujourd'hui que ces hommes se trouvaient dans le périmètre le soir de l'assassinat. À ce jour, une seule personne a été mise en examen. Il s'agit de Mathieu Philidor. Il est écroué depuis jeudi soir pour complicité d'assassinat. Pour son avocat, ces opérations successives ne sont ni plus ni moins que des manœuvres de diversion. Je pense que cette nouvelle procédure est en réalité un contre-feu allumé par le juge Bruguière à la demande très probablement du ministère de l'Intérieur pour atténuer l'incendie de la Paillote qui était en train de prendre des proportions démesurées pour le gouvernement. La plupart des personnes interpellées devraient être entendues d'ici mardi par le juge Bruguière en charge du dossier. Madame, Monsieur, bonsoir. Les auteurs de l'assassinat du préfet Claude Erignac le 6 février 1998 à Ajaccio seraient aujourd'hui identifiés. Selon les enquêteurs, le commando était composé d'au moins 5 hommes du milieu nationaliste corse. 4 d'entre eux seraient détenus par la police. L'auteur présumé des coups de feu serait toujours en fuite. À Ajaccio, Michel Fine et Diane Richard. L'un après l'autre, 2 des 4 hommes du commando arrêtés en Corse ce vendredi matin ont quitté les locaux de la division nationale antiterroriste. Didier Maranelli, comptable de Sagone, a déjà été mis en examen dans la soirée pour assassinat. Les 2 autres seront transférés au palais de justice pour être mis en examen demain matin. Tous les gardés à vue, à l'exception d'un seul, auraient avoué leur participation au meurtre. Les policiers connaissent désormais le rôle de chacun. Selon les enquêteurs, Alain Ferrandi, un employé de l'agence de location Hertz, serait l'un des organisateurs de l'assassinat. Le 6 février 1998, vers 21h, il se serait posté à l'arrivée du préfet près du théâtre Calisté. Didier Maranelli, lui, aurait donné le signal du départ de la voiture à la sortie de la préfecture. Pierre Alessandri, un parfumeur, aurait servi quant à lui de couverture au tueur. C'est le seul membre du commando qui manquerait aux policiers. Selon eux, le tireur serait Yvan Colonna, un berger, fils d'un ancien député des Alpes-Maritimes. La famille est abasourdie. L'ex-compagne d'Yvan Colonna assure que le soir du crime, il était en sa compagnie. Je n'ai pas vécu avec un assassin. Ce n'est pas pour moi, ce n'est pas un assassin. Il n'était pas là ce soir-là. Point. Il était à la maison. Il gardait son fils. Voilà. Yvan Colonna a quitté sa maison samedi, en expliquant à sa famille qu'il partait dans les alpages. Depuis, plus de nouvelles. Les policiers le cherchent depuis 3 jours. Les juges ont délivré à son encontre un mandat d'arrêt. Les interpellations dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac et 8 personnes sont toujours entendues à la division nationale antiterroriste à Paris. 4 autres personnes ont été en revanche relâchées aujourd'hui à Ajaccio. Des auditions centrées autour d'un relevé téléphonique qui aurait révélé la présence de plusieurs nationalistes corses près de l'endroit où l'ancien préfet a été assassiné au moment des faits. Explication Pierre Didier. En 3 jours, les policiers avaient interpellé 13 personnes en Corse du Sud, dans la région de Cargèse et hier, autour d'Ajaccio, vendredi. 8 des interpellés ont été transférés à Paris, où ils sont placés en garde à vue dans les locaux de la division nationale antiterroriste. Seules 4 personnes ont été relâchées, 3 à Ajaccio et une femme à Paris, parente d'un des hommes toujours placés en garde à vue. Sous l'autorité de ce commissaire, Roger Marion, les policiers de l'antiterrorisme s'intéresseraient tout particulièrement à un des hommes interpellés vendredi à son domicile, Alain Ferrandi. De sources policières, il est tenu comme un homme clé du dossier Erignac. Ce nationaliste de 39 ans est notamment interrogé sur son emploi du temps au soir de l'assassinat du préfet. Des relevés d'appels téléphoniques
indiquerait que Ferrandi et d'autres suspects se trouvaient le 6 février 1998 à proximité du lieu de l'assassinat. Ce qui n'était pas des preuves fondamentales il y a quelques mois semble aujourd'hui nous être proposé comme des vérités intangibles. Techniquement, dans une petite ville comme Ajaccio, où les grands axes d'Ajaccio, quelques centaines de mètres, maximum un petit kilomètre, les bornes des portables qui identifieraient les personnes pratiquement à quelques mètres près, pour ne pas dire à quelques centimètres près, me semble une interprétation à usage de grandes cités, de grandes villes comme Paris, où visiblement ça peut passer, mais pour la Corse, ça ne passe pas. Les enquêteurs soupçonneraient également Ferrandi d'avoir été en contact avec Jean Castella, enseignant bastier mis en examen pour l'attentat de Strasbourg contre l'ENA, les deux hommes étant présentés par des sources policières comme les chefs d'une dissidence du FLNC Canal Historique. Reste que jusqu'à maintenant, une seule personne est mise en examen par le juge Bruguière dans le cadre de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. Il s'agit de Mathieu Filidori, soupçonné d'avoir rédigé des textes de revendication. Filidori qui nie farouchement son implication dans l'assassinat du préfet. En tout cas, Michel, toutes ces révélations interviennent quelques heures avant le dépôt à l'Assemblée nationale d'une motion de censure de l'opposition. L'opposition qui avait déjà fait de l'affaire Bonnet un de ses principaux chevals de bataille et qui a du mal aujourd'hui à croire à une simple coïncidence. Côté majorité et gouvernement, bien évidemment, on se félicite du succès de la police. Jean-Baptiste Prédali et Jacques Gérard nous résument les réactions recueillies ce matin à Paris. La nouvelle a presque pris au dépourvu l'Assemblée. Dans les couloirs, tout le monde salue les résultats de l'enquête sur le meurtre du préfet Erignac. Pour la majorité, cette satisfaction ressemble à du soulagement. La politique de rétablissement de l'état de droit en Corse, conduite depuis 2 ans, portée à bout de bras, était hypothéquée par le non-aboutissement de l'enquête sur l'assassinat du préfet. Aujourd'hui, cette hypothèque est levée. C'est un progrès considérable. La droite préparait pour cet après-midi sa motion de censure sur la Corse. Officiellement, les plus concernés se réjouissent aussi. Il y avait une chape de plomb qui pesait sur le dossier corse du fait de cette affaire non élucidée parmi une multitude d'autres. Donc aujourd'hui, il y a une réponse à une attente profonde et je pense que personne ne peut contester l'idée que justice soit faite. Mais derrière l'approbation, on souligne les coïncidences. L'enquête aboutit alors que le gouvernement était en difficulté sur la Corse et l'opposition reste critique. Si M. Chevènement ouvre les bouteilles de champagne pour saluer une victoire de la police, alors à ce moment-là, lorsque un préfet est pris, si j'ose le dire, dans une sale affaire comme l'affaire des paillotes, à ce moment-là, M. Chevènement aurait dû démissionner. Ce qu'a fait la police judiciaire aujourd'hui, on peut s'en féliciter parce que non seulement on aboutit, mais ça montre qu'il faut toujours respecter les lois de la République. L'opposition comptait sur le débat de motion de censure pour mettre en cause la politique du gouvernement en Corse. L'un de ses arguments, les lenteurs dans l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. L'argument est tombé et le climat a changé. En Corse, bien sûr, c'est le soulagement qui prédomine et l'on se félicite que l'enquête ait enfin abouti, notamment au sein du Manifeste pour la vie, un mouvement lancé par les femmes corses au lendemain de l'assassinat de Claude Erignac. Dans la famille nationaliste, en revanche, on reste discret. Certains s'interrogent même aujourd'hui sur les aveux du commando hier à Paris. Des réactions réunies par Alain Chabot. La Corse, comme bien souvent, partagée entre scepticisme affiché et incrédulité murmurée. Face à une enquête qui traînait les pieds, face aux coups de filet qui longtemps s'étaient multipliés, jusqu'à ce dénouement soudain en pleine crise des paillotes. Ici, pourtant, chacun reste prudent, comme les militants du Manifeste pour la vie qui avaient rassemblé contre la violence 40 000 personnes dans les rues d'Ajaccio et de Bastia au lendemain de l'assassinat du préfet. S'il est avéré que le meurtre du préfet Erignac est élucidé, nous espérons que toute la vérité sera faite là-dessus, mais nous espérons aussi que c'est le début d'une nouvelle pratique, que l'on élucidera les autres meurtres qui nous ont endeuillés ces dernières années, que l'on ira au bout des enquêtes financières. Je crois que c'est à cette seule condition que la Corse va sortir du trouble et de l'ornière. Côté politique, la droite aux commandes dans l'île attend que justice soit faite, dit-elle, pour se déterminer pleinement. Et le camp nationaliste, divisé sur le recours à la violence, condamne, si elle est avérée, une telle dérive d'anciens militants. Nous sommes tristes de voir qu'une telle radicalisation a pu avoir lieu. Et nous disons qu'il faut à tout prix dégager une ligne politique majoritaire pour éviter que ce genre d'opération ait d'affaires.
Une affaire dont chacun ici attend les suites judiciaires avec une attention soutenue pour la ligne de défense encore trouble qui sera celle des accusés. Le démantèlement du commando des assassins présumés du préfet Erignac intervient après une enquête sans précédent. Le ministre de l'Intérieur a de nouveau remercié aujourd'hui tous les responsables de la police qui ont permis l'arrestation du commando et il s'est félicité de cette victoire pour la Corse. C'était cet après-midi à la tribune de l'Assemblée nationale. On l'écoute. C'est une éclatante victoire pour la Corse, une éclatante victoire pour la République, pour l'État républicain. Et je pense que tous ici, sur ces bancs, vous en mesurez la portée. Car depuis plus de 15 mois, pesait lourdement sur l'avenir de la Corse et sur l'avenir de la République ce meurtre odieux, sauvage et jusqu'à présent non élucidé. Je voudrais cependant rappeler qu'il a fallu plus de 6 ans pour élucider les conditions de l'assassinat du juge Michel. Je crois que le temps des enquêtes n'est pas le temps des médias et n'est pas non plus le temps de la politique politicienne, monsieur le ministre. Encore au plan judiciaire à Ajaccio, nouvelle audition du colonel Mazère qui a été mise en examen pour le premier incendie des Paillotes. Ce matin, le juge a décidé de maintenir en détention l'ex-préfet Bonnet. Et puis dans la région de Cargès, un dispositif de contrôle sur terre et sur mer se met progressivement en place pour tenter de mettre un terme à la fuite d'Ivan Colonna, assassin présumé du préfet Erignac. Agnès Gardet, Olivier Théron, Frédéric Faure. Ouvrez le coffre, s'il vous plaît. À quelques kilomètres de Cargès, les premiers barrages de gendarmerie viennent d'être mis en place à l'entrée et à la sortie du village. Depuis la fuite d'Ivan Colonna, la présence policière était plutôt discrète. Cet après-midi, ces vedettes sont venues renforcer un dispositif encore très léger, comme en a décidé le gouvernement. Les recherches semblent très discrètes, c'est voulu, bien sûr. Le dispositif a été mis en place avec mon accord. Et le ministre de l'Intérieur de rappeler Ivan Colonna à la reddition, alors que le village de Cargès semble se replier encore un peu plus sur lui-même. Pendant ce temps, à Ajaccio, il était question de l'autre affaire, celle des Paillotes. Le colonel Henri Mazère est arrivé par un vol militaire en début de matinée. Entendu par le juge Patrice Cambérou pendant plus de 3 heures, le colonel Mazère est resté, d'après son avocat, sur ses premiers aveux. Incendie de la Paillote chez Francis et de la Paillote Aria Marina, pour laquelle il est mis une deuxième fois en examen. Il reconnaît y avoir participé, mais sur ordre du préfet Bonnet. Les faits sont établis, il les reconnaît, je ne dirais pas il les revendique, il les assume. Courageusement et avec honneur, il aimerait, je le répète, que ce sens de l'honneur soit partagé. Au terme de cette audition, rien n'a filtré sur l'existence ou non d'une enquête parallèle menée par l'ancien préfet sur l'affaire Erignac. Or, plusieurs gendarmes de l'ex-GPS, le groupe de peloton de sécurité, entendus comme témoins dans l'affaire des Paillotes, ont reconnu avoir été sollicités par leur hiérarchie pour travailler sur l'affaire Erignac. Comme ce sous-officier qui cite la surveillance d'un certain Ferrandi. Ou encore celui-ci, membre également de l'ex-GPS, évoquant l'affaire Castella. Bernard Bonnet, lui, a qualifié de fable cette enquête parallèle, l'ancien préfet dont la demande de mise en liberté a été aujourd'hui rejetée. Les rapports parlementaires, celui du Sénat comme celui de l'Assemblée nationale sur la Corse, provoquent une belle polémique quant au rôle des renseignements généraux dans la fuite d'Ivan Colonna, l'assassin présumé du préfet Erignac. On se souvient que lors d'une audition, le patron de la police judiciaire, Roger Marion, selon les sénateurs, a mis en cause les RG. Roger Marion a démenti, le sénateur Michel Charasse a confirmé, le parquet de Paris serait en train d'étudier les notes des parlementaires. Et puis ce soir, Charles Pasqua déclare à Marseille que je crois que M. Marion est un très grand policier, la querelle actuelle est totalement débile, dit M. Pasqua, et je n'imagine pas du tout qu'Ivan Colonna ait pu être prévenu par les services de police. Et le père d'Ivan Colonna est intervenu aujourd'hui pour accuser de mensonge M. Roger Marion en reprochant au ministre Jean-Pierre Chevènement de soutenir ce dernier. Pour France 2, Olivier Théron et Frédéric Besson ont rencontré M. Colonna en Corse. Ça fait presque 7 mois, depuis le 23 mai dernier, qu'Ivan Colonna, le meurtrier présumé du préfet, a pris le maquis. À Cargès, son père, Jean-Hugues Colonna, l'ancien député, mis en cause par Roger Marion devant la commission d'enquête parlementaire, a décidé de sortir de sa réserve pour se défendre. Il n'a jamais été prévenu que l'enquête s'orientait vers son fils et il trouve ces allégations injurieuses. Hier, c'était les accusations de Bonnet. Aujourd'hui, viennent celles de M. Marion. Moi, je vous dis, et je suis très catégorique, ces deux fonctionnaires ont menti.
Tous les deux ont menti. Voilà deux fonctionnaires qui mettent au service exclusif de leurs ambitions, de leur rancœur, de leurs conflits interpersonnels, telle ou telle accusation portée sur des citoyens. Pour Jean-Hugues Colonna, les faits viennent démentir les propos de Roger Marion, puisqu'Yvan s'est enfui uniquement lorsqu'il a su que ses complices avaient été arrêtés. Il savait qu'ils étaient surveillés. Il le savait. Mais quoi qu'il en soit, quand bien même une information nous aurait été donnée, ou m'aurait été donnée, ce qui est faux, je l'ai déjà dit. Je ne vois pas pourquoi Yvan ne l'aurait pas utilisé pour partir avant l'arrestation des autres. Jean-Hugues Colonna et sa femme, au-delà des péripéties de ces derniers jours, attendent, espèrent un signe de leur fils en cavale pour comprendre ce qui a pu se passer. Jean-Hugues Colonna a aussi demandé, le jour où son fils est localisé, à pouvoir lui parler avant que la police n'intervienne. Ce jour, vous l'attendez ou vous le redoutez? Ce jour où on vous dira, voilà, votre fils est localisé? Je ne peux pas répondre à cette question. C'est le jour venu que je saurai si il fallait redouter ou attendre. Alors, en prévision de ce jour-là, Jean-Hugues Colonna a pris 3 avocats pour préparer une défense à son fils. Il y aura des actions violentes. La prédiction est de François Santoni, l'ancien leader de la Kunkolta, le bras politique du FLNC, affirme qu'il faut prendre très au sérieux les menaces d'Armata Corsa, le groupe séparatiste clandestin corse. Mais François Santoni réagit également, et il n'est pas le seul, à la lettre d'Yvan Colonna, dans laquelle l'assassin présumé du préfet Erignac clame son innocence. Commentaire Juliette Beau. Parce qu'il s'est exprimé dans une lettre manuscrite, l'ennemi public numéro 1 provoque depuis hier de vives réactions, comme celle de l'ancien secrétaire général d'A Kunkolta Independentista qui trouve ce courrier misérable. J'aurais préféré pour lui qu'il se présente devant la presse, même de manière clandestine, les armes à la main, et de se soumettre au feu des questions. Quant à Jean-Pierre Chevènement, il affirme « Yvan Colonna est un lâche ». Il parle même d'un abandon de la souveraineté nationale. Charles Pasqua enfonce le clou. Le gouvernement a déjà abdiqué, déclare-t-il. On parle du plan Jospin, il vaudrait mieux dire tout simplement le plan des nationalistes. Face à ces attaques directes sur l'avant-projet de loi sur la Corse, le gouvernement se concentre sur l'affaire Colonna. L'idéal pour lui, c'est d'aller devant le juge d'instruction parce que, à la limite, s'exprimer comme ça, c'est presque se présumer coupable, alors qu'il est présumé innocent, il doit être jugé par un tribunal correctionnel, qu'il se présente, vraiment qu'il se présente. La lettre d'Yvan Colonna donnera lieu à de nouvelles investigations qui devraient alourdir le dossier d'instruction. Le procès pourrait avoir lieu avant le printemps 2002. Yvan Colonna pourra-t-il se rendre à la justice? Son avocat n'exclut pas entièrement cette hypothèse et plaide pour une éventuelle reddition de celui qui est soupçonné de l'assassinat du préfet Erignac. Stéphane Wretner. Il signe Yvan Colonna, patriote recherché. En fuite depuis 2 ans, l'assassin présumé du préfet Erignac a choisi d'écrire pour se manifester, en langue corse. Il prétend n'être pour rien dans l'assassinat du préfet, puis il affirme clairement « La justice française, au service de l'éradication du mouvement national, je ne pense pas un instant me mettre entre ses mains. » Pour Yvan Colonna, donc, pas question d'une reddition. Pourtant, c'est ce que réclame aujourd'hui son avocat, mais sous certaines conditions. Moi, je dois lui demander de se rendre si je peux lui garantir, en tant que défenseur, que les conditions d'un procès équitable devant un juge impartial et indépendant, il serait préférable pour lui qu'il se présente pour se défendre et pour contester les charges de l'accusation. La lettre adressée à l'hebdomadaire nationaliste Ouribombo a été authentifiée par sa famille, mais pas encore par la police. Une missive qui a le don d'exaspérer les politiques. Jean-Pierre Chevènement a qualifié Yvan Colonna de lâche. La ministre de la Justice attend, elle, de voir Colonna devant les juges. En Corse, personne n'a réagi. Seul François Santoni, ancienne figure du nationalisme, y voit un message clair sur fond d'amnistie. Je crois qu'il se rappelle au bon souvenir des nationalistes. Quelque part, on a dû lui promettre comme aux autres, une éventuelle amnistie. Moi, je m'en tiens à ce qu'a écrit Yvan Colonna il y a 2 jours, à savoir qu'il ne se rendrait pas. Et je pense que ce serait la décision la plus judicieuse pour lui. Aujourd'hui, 6 des 7 membres du commando présumé responsable de l'assassinat du préfet sont sous les verrous. Yvan Colonna, lui, court toujours. Et nous retrouvons Madame Erignac. Bonsoir, merci d'être avec nous en direct. Madame Erignac, comment réagissez-vous aux propos que vous avez entendus ces derniers jours sur l'amnistie ?
Je réagis, je suis très choquée. Et ensuite, je trouve ça inadmissible qu'on reparle de l'amnistie. Vraiment, j'en ai déjà parlé souvent et je suis passée déjà à la télévision à ce propos et j'aurais voulu être rassurée et je vois que tout ça est reparti comme avant, on reparle des mêmes choses. Mon mari l'homme qui a été assassiné était mon mari. Et mon mari était un préfet de la République, un homme d'État, de l'État français, et il était le représentant du gouvernement en Corse. Donc ça représente beaucoup de choses. Et je trouve qu'on devrait parler tout le temps de non-amnistie et non d'amnistie. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est une question qui revient trop régulièrement, précisément, à chaque été, au moment où les nationalistes se réunissent? Oui, et je trouve que ça se passe toujours l'été, où les gens sont en vacances, où, au fond, l'amnistie, la non-amnistie est une chose grave. Et on parle d'un théâtre politique de l'été. Vous savez, moi, je trouve que tout ça a beaucoup de mépris pour nous. Je le ressens comme ça. Vous aviez reçu des assurances de Lionel Jospin et de Jacques Chirac. Est-ce que vous y croyez toujours? Écoutez, j'aimerais beaucoup qu'ils me le redisent. Ça me rassurerait. Voilà. C'est le message que vous adressez ce soir à Lionel Jospin et à Jacques Chirac? Oui, et à Jacques Chirac, exactement. Ça me rassurerait beaucoup, et j'en ai besoin. Merci beaucoup, madame, d'avoir été avec nous ce soir. Et merci de m'avoir reçu. L'hommage d'Ajaccio ce matin au préfet Rignac. À l'endroit même où il a été assassiné par balle, il y a tout juste 4 ans, une plaque a été dévoilée en sa mémoire. Plus de 300 personnes ont assisté à son inauguration. Au même moment, Paris commémorait aussi cet anniversaire funèbre. L'occasion pour Dominique Erignac, sa veuve, d'en appeler au candidat à la présidence afin que l'assassin de son mari soit enfin arrêté. J'ai toujours demandé, interpellé le président de la République et le Premier ministre, parce que mon mari est un préfet, il fait partie de l'État, et ils vont être candidats. L'enquête sur le meurtre de Claude Erignac, le 6 février 1998, a abouti à l'arrestation de 8 nationalistes corses. Mais son assassin présumé, Ivan Colonna, demeure introuvable. La justice est tenue en échec, mais Lionel Jospin réaffirme lui son optimisme. Je ne doute pas que la justice de mon pays, que les forces de sécurité y parviendront. Ce jour-là, Ivan Colonna, assassin présumé, aura à rendre des comptes à la justice. Le procès des membres du commando assassin devrait avoir lieu à la fin de cette année. En attendant, la traque d'Ivan Colonna continue. Au procès des assassins présumés du préfet Erignac, plusieurs accusés se sont rétractés et ont tenté jeudi d'innocenter le tueur présumé Ivan Colonna. Des déclarations qui ont conduit la veuve du préfet, Madame Dominique Erignac, à s'exprimer pour la première fois depuis le début du procès. Sur place, Dominique Verdeillan et Mathieu Birben. Les accusés eux-mêmes rendent hommage à la dignité de Dominique Erignac. Chaque jour, le face-à-face est tendu, mais respectueux. Ce matin, 4 des accusés ont mis hors de cause Ivan Colonna. Pour eux, il n'est pas l'assassin du préfet. J'ai du mal à les croire. Comment est-ce qu'on peut avouer d'une manière si précise et puis tout d'un coup se rétracter? Je ne comprends pas. Il se rétracte devant un acte collectif. Tout ça me paraît bien facile. Ce sont des hommes qui sont pas des enfants, ce sont des hommes qui ont 40 ans et qui ont décidé de faire quelque chose. Vous voyez jusqu'à dire qu'il manque de courage? Oui. Les Corses revendiquent beaucoup être des hommes d'honneur. Et je pense que là,
je trouve qu'il manque d'honneur et de panache. On ne tue pas quelqu'un parce qu'il est préfet et qu'il représente quelque chose. La vie est quelque chose de plus important. On ne peut pas faire ça. Je les ai beaucoup regardés dans les yeux. D'ailleurs, ils ont baissé les yeux. Mais maintenant, je n'ai pas envie de les regarder. Est-ce que vous avez quelque chose à leur dire? Non. Eux, ils n'ont qu'à se défendre, ils n'ont qu'à dire ce qu'ils ont à dire. Non, moi, je n'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que vous attendez de la suite? Ce procès va encore durer 3 semaines. Oui. En ce moment, j'avoue que je suis un peu désespérée. J'aimerais bien que le procès avance et que l'on trouve peut-être une réponse. Madame, Monsieur, bonsoir. Yvan Colonna, l'assassin présumé du préfet Claude Érignac à Ajaccio en 1998, a été arrêté ce vendredi en fin d'après-midi. Il se trouvait dans une bergerie près de Porto Polio, en Corse du Sud. Cette arrestation intervient après 5 semaines de procès des autres coupables présumés de cet assassinat et 48 heures avant la tenue du référendum sur le statut de l'île. Les circonstances de son interpellation, Evelyne Goldman. On le croyait en fuite à l'étranger, mais c'est sur sa terre natale qu'Yvan Colonna s'était réfugié. C'est dans une bergerie comme celle-ci que les hommes du raid l'ont arrêté. La police le surveillait depuis près de 4 heures au lieu-dit de Margaritagia, quand Yvan Colonna leur est apparu très différent de ces images. Il portait une barbe et des cheveux longs et s'apprêtait à disparaître dans le maquis. Vendredi, vers 19h, les hommes du raid se sont approchés de lui. « Yvan Colonna ? Oui, c'est moi », a-t-il simplement répondu. Et c'est ainsi que s'est achevé 4 ans de cavale de l'homme le plus recherché de France. Ce soir, l'avocat d'Yvan Colonna s'est déclaré indigné par les déclarations du ministre de l'Intérieur, désignant Yvan Colonna comme l'assassin du préfet Érignac. Mon travail consiste à défendre M. Colonna et faire en sorte que, d'abord, sa présomption d'innocence soit respectée, ce qui n'a pas été le cas ce soir par M. Sarkozy, qui fait une déclaration qui va à l'encontre du principe de présomption d'innocence, alors que M. Chirac vient d'affirmer ce principe devant la conférence des bâtonniers. Mais je pense que quand il fait référence à ce principe devant la conférence des bâtonniers, il pense plus à lui-même qu'à M. Colonna. Yvan Colonna devrait être transféré à Paris cette nuit pour être présenté à un juge antiterroriste. Tout de suite, je vous propose d'écouter les premières réactions de Nicolas Sarkozy. C'était il y a quelques instants. La police française vient d'arrêter Yvan Colonna, l'assassin du préfet Érignac. La force est restée à la loi de la République. Oui, il y a vraiment quelque chose qui est changé dans notre République. C'est que maintenant, nous faisons ce que nous disions. Et vous me permettez de vous dire quelque chose. Je pense à cet instant à une personne, plus exactement à 3 personnes. À Madame Érignac, qui a tant souffert, à son fils et à sa fille. Et cette arrestation, je veux la leur dédier. Aujourd'hui, maintenant, ils vont pouvoir commencer le deuil de ce grand homme qu'a été le préfet Érignac. Voilà la conception de l'état de droit qui est la nôtre. Je voudrais qu'on en vienne à l'information essentielle de ce journal. On l'a appris il y a une dizaine de minutes. Yvan Colonna a été arrêté par le RAID en Corse du Sud. Yvan Colonna, vous le savez, est soupçonné d'être le tueur du préfet Érignac. Son arrestation intervient à quelques jours de la fin du procès Érignac. Si vous voulez bien, on va d'abord retracer le parcours et la fuite d'Yvan Colonna avec Stéphane Bretner. 3 balles en pleine tête, une exécution froide, méthodique. Claude Érignac représentait l'État. Il en est mort le 6 février 98. 21h, il quitte la préfecture pour se rendre au théâtre, sans escorte, comme d'habitude. 600 mètres plus loin, le préfet gare sa voiture, puis remonte la rue vers la salle de spectacle. Pour l'accusation, 2 hommes l'attendent, Yvan Colonna chargé de tirer et Pierre Alessandri en couverture. Lorsque le préfet les dépasse, Yvan Colonna sort son arme et ouvre le feu. Dans une rue adjacente, Martin Ottaviani récupère les 2 hommes et prend la fuite. 1 an plus tard,
Les membres du commando sont arrêtés grâce au relevé de leur téléphone portable, tous sauf un, Ivan Colonna. Il voulait, disent-ils, créer un électrochoc chez les nationalistes et pour la Corse. Ce n'était pas un acte irrationnel ni un acte de droit commun, c'est un acte qui se veut politique, donc il faut essayer de comprendre rétroactivement comment une telle action a-t-elle pu se mettre en place à un moment donné. Une idée relayée par une partie des nationalistes depuis un mois, mais pour la famille Erignac, pas question de mélanger les genres, on juge des assassins présumés. Ces hommes, tout à coup, se sont réunis pour commettre le crime le plus odieux que l'on puisse commettre, d'une manière qui relève malheureusement beaucoup plus des exécutions de la mafia que ce que l'on avait vu quand même jusque-là en Corse. Les 8 accusés seront également jugés pour 3 attentats en 97, dont celui de la gendarmerie de Pietrozella, où a été dérobée l'arme qui a servi à tuer le préfet. Bonsoir, l'essentiel de ce journal sera bien évidemment consacré à l'arrestation d'Ivan Colonna, qui a été transféré cette nuit à Paris. Il devrait être mis en examen pour l'assassinat du préfet Erignac. Tout au long de cette édition, nous retracerons le détail de son interpellation par les hommes du raid, nous ferons le récit de l'enquête, mais d'abord, je vous propose de vous arrêter un instant sur ces 2 images symboliques que 4 années de cavale séparent. Celle d'Ivan Colonna, tel qu'on le connaissait. Voici l'homme le plus recherché de France. Cette photo était placardée dans tous les commissariats. Hier, au moment de son transfert vers la prison de la Santé à Paris, Ivan Colonna était méconnaissable d'après les témoins et d'après la photo que possédait Nicolas Sarkozy depuis quelques jours. Il porte une barbe, une moustache, des cheveux longs jusqu'aux épaules. Il a pris du poids. L'ancien fugitif présente une apparence très éloignée de celle de son avis de recherche. 24 heures après son interpellation, Ivan Colonna vient donc d'être présenté à la justice antiterroriste. Voici le fil des événements depuis son arrestation. Christelle Bertrand. Seuls les policiers ont vu son visage. De loin, Ivan Colonna est méconnaissable. Pourtant, c'est bien lui, l'homme aux cheveux longs. Il est 2h30 du matin à l'aéroport d'Ajaccio. Ivan Colonna quitte son île sous les yeux de ses amis. En bout de piste, les feux de leur voiture clignotent pour un dernier salut. Jean-Guy Talamoni, l'élu nationaliste, a spécialement fait le voyage de Bastia à Ajaccio. Stéphane Colonna, le frère d'Ivan, est là. 2 heures plus tôt, il était aussi devant le commissariat. À ses côtés, l'avocat et l'ex-compagne du fugitif. Sans nouvelles, les esprits s'échauffent dès que des fourgons approchent. Personne ne sait si Ivan Colonna est à bord ou déjà dans les locaux de la police. Par dépit, quelques centaines de sympathisants s'en prennent alors aux forces de l'ordre. Puis peu à peu, la tension redescend. Ivan Colonna, lui, est déjà loin. Il vole vers le continent pour se poser sur l'aéroport militaire de Villacoublay. Il se cache, assis à l'arrière d'un véhicule entre 2 policiers du raid. Le convoi file à toute allure dans les rues désertes de la capitale. Il est 5h30 du matin, le périple d'Ivan Colonna s'interrompt quelques heures à la prison de la Santé. En début d'après-midi, il est transféré au palais de justice. Là encore, les mesures de sécurité sont maximales. Fourgon blindé, homme armé de fusils à pompe, 24 heures après la fin de sa cavale, Ivan Colonna est entré dans le bureau d'un juge antiterroriste. L'arrestation d'Ivan Colonna constitue donc une excellente nouvelle pour le gouvernement et d'abord pour son ministre de l'Intérieur. Nicolas Sarkozy avait fait de ce dossier l'un de ses principaux objectifs, une priorité nationale selon ses propres termes. Ce matin, lors d'une conférence de presse, Nicolas Sarkozy, qui a démenti toute négociation avec Ivan Colonna, est revenu sur les circonstances de son arrestation. S'il y avait une reddition, nous l'aurions bien sûr parfaitement accepté. Est-ce que qui que ce soit ici peut imaginer qu'il y ait une quelconque négociation? Je voudrais vous dire également une chose, c'est que le terrain était extraordinairement difficile, avec un maquis entre 1,50 m et 1,90 m parfois de hauteur. Ce qui fait que même à 30 mètres, avec le peu d'hommes finalement qui étaient sur le terrain, le risque de fuite était considérable. Ce qui fait d'ailleurs que pour intervenir, il a fallu qu'Ivan Colonna sorte
de l'endroit où il se trouvait passe par un petit sentier pour que 2 fonctionnaires puissent l'interpeller. Je puis vous dire par exemple, ça a été très difficile de savoir dans lequel des bâtiments de la bergerie où il se trouvait, il était lui-même localisé. Et tant que nous ne le savions pas, toute intervention était extraordinairement risquée. Yvan Colonna a été repéré le soir du 29 juin dernier dans cette bergerie qui sera son dernier refuge. Comment les hommes du raid ont-ils procédé pour arriver à le capturer vivant, comme l'avait promis le ministre de l'Intérieur? Le récit d'une arrestation qui intervient au terme d'une longue enquête dont le déroulement s'est accéléré en quelques semaines. Thierry Curtet. L'opération vient de s'achever. Ce n'est qu'à cet instant, c'est-à-dire tard la nuit dernière, que les hommes du raid ont la certitude de ne pas s'être trompés. Mais depuis le matin, grâce à un petit détail, ils espèrent. Sur le coup de 5 h du matin, nous ne voyions rien, mais nous entendions des bruits de casseroles et un individu qui parlait avec les chèvres. C'est un détail capital. Le patron du raid sait qu'Yvan Colonna a ce genre d'habitude. Depuis 1 an, les enquêteurs ont surveillé plus de 200 bergeries. Celle-ci serait donc la bonne. Ils l'avaient repérée grâce à la filature d'un patron d'un camping du littoral. Dans le bâtiment, ils trouvent un lit de camp et des journaux récents. La planque commence dans l'épais maquis corse il y a 2 jours. 30 hommes du raid sont en place. Ils ont en tête cette vieille photo du fugitif et une plus récente aussi. L'homme qu'ils aperçoivent est différent. La nuit passe. Vers midi, l'homme sort. Ils le laissent partir. À 19h15, 2 fonctionnaires qui se trouvaient cachés dans le maquis à proximité de la propriété ont vu revenir notre individu. Il a été immédiatement interpellé. Il a tenté de prendre la fuite. Ensuite, il a été maîtrisé. On a eu confirmation en le regardant de près que c'était bien Yvan Colonna. C'est Christian Lambert, sur place, les yeux dans les yeux, qui lui pose la question. « Tu es bien Yvan Colonna? Allez, on t'a reconnu, arrête. »« Je suis Yvan, pas de problème, c'est bien moi. On arrête de jouer, vous avez bien bossé. » La cavale d'Yvan Colonna se termine comme elle a commencé, en plein maquis corse. Yvan Colonna a été mis ce soir en examen pour l'assassinat du préfet Erignac. Interrogé par 3 juges antiterroristes en fin d'après-midi, Yvan Colonna a refusé de parler. Ce soir, il a regagné la prison de la Santé. Compte rendu de cette journée, Sophie Guillaumin et Christelle Jorian. C'est à l'abri des regards, derrière les vitres de ce fourgon cellulaire, que Yvan Colonna a quitté ce soir le palais de justice de Paris. Entendu une partie de l'après-midi par 3 juges antiterroristes, il a été mis en examen dans 2 dossiers, l'assassinat du préfet Erignac et l'attaque de la gendarmerie de Pietrozela en 1997. Aucune déclaration n'a été faite aujourd'hui devant les magistrats. Au stade où nous en sommes, il s'agit d'une simple notification de la mise en examen et des charges. Il n'y aura pas d'explication d'Yvan Colonna sur les charges et sur le fond. L'interrogatoire au fond sera reporté à une audience ultérieure après que nous ayons pu avoir, Maître Garbarine et moi, connaissance du dossier. Un dossier auquel ils s'attaqueront dès lundi. Yvan Colonna, lui, s'apprête à passer sa 2e nuit à la prison de la Santé. C'est hier soir qu'il a quitté la Corse. L'homme à la chemise bleue, au pantalon clair et aux cheveux longs, c'est lui, méconnaissable après 4 ans de cavale. Son arrestation remonte alors à quelques heures. Elle a eu lieu dans cette bergerie au cœur du maquis. Pour certains voisins, la surprise est immense. Rester 4 ans ici, c'est pas... C'est nouveau, c'est ça. 4 ans, c'est pas possible. Je vais tout l'hiver à la chasse avec des amis, nous faisons des battues, on faisait des tours, on a toujours connu cette maison bien fermée, sans personne à l'intérieur. Le propriétaire de la bergerie a été arrêté à son tour ce matin. Mais il n'est certainement pas le seul à avoir aidé Yvan Colonna. Pour le ministre de l'Intérieur, c'est tout un réseau qu'il faut maintenant démanteler. Il est certain qu'il sera plus facile pour nous de faire un bilan complet au moment où toutes les arrestations auront été conduites. Nous ne sommes pas encore au terme de tout le travail strictement policier. Les jours et les semaines qui viennent promettent donc d'être riches en rebondissements. C'est dans une bergerie située sur une colline au milieu du maquis, près de Propriano, en Corse du Sud, qu'Yvan Colonna a été arrêté. Les hommes du raid cernaient l'endroit au plus près depuis plusieurs jours. Après l'interpellation de Colonna, c'est le propriétaire de la bergerie qui a été arrêté à l'aube. Yvan Colonna, qui a tenté de prendre la fuite, bénéficiait, semble-t-il, d'un système de complicité. L'enquête le dira. Yann Fronti, Patrice Brugère. Voilà son dernier refuge. Une petite bâtisse en pierre, cachée au milieu de la végétation.
un repère isolé sur les hauteurs, avec une vue imprenable sur la vallée et la mer en contrebas. Quelques oies, 2 gros chiens de berger et une bicoque en bois où l'on fait le fromage, rien de plus, un confort spartiate. Pour y arriver, il faut monter plus de 20 minutes à travers le maquis, sur ce chemin sinueux et cabossé, emprunté habituellement par les troupeaux de chèvres. Une bergerie qui appartient à cet homme assis sur la banquette arrière, le visage masqué par un tissu. Il a été arrêté chez lui tôt ce matin et aussitôt conduit par des policiers en civil sur les lieux de l'arrestation. Eux sont des amis de ce berger. Ils sont venus lui rendre visite ce matin sans réaliser ce qui venait de se passer. Et là, je venais pour lui rendre visite et apparemment, ça se passe pas comme je l'avais prévu. Vous êtes un peu surpris, j'imagine? Ben ouais, je sais pas trop ce qui se passe, donc ouais, un peu surpris. Vous étiez pas du tout au courant d'une rumeur ou quelque chose qui aurait pu... Non, vraiment pas. Voilà donc où s'est achevée la cavale d'Ivan Colonna. Hier, l'assassin présumé du préfet Erignac a admiré une dernière fois ces paysages qu'il aimait tant avant d'être transféré en prison à Paris. Ivan Colonna était dans le bureau du juge antiterroriste Laurence Levert cet après-midi à Paris. L'assassin présumé du préfet Erignac était interrogé pour la première fois sur le fond du dossier. Il clame toujours son innocence. Clément Veyrenal, Guy Sabin. Rarement, une arrivée au palais de justice aura suscité un tel luxe de précaution. Le transfert d'Ivan Colonna se fait sous escorte armée, mais l'île de la Cité est également protégée par une surveillance aérienne ainsi que fluviale. On n'est jamais assez prévoyant. Pendant toute la journée, Ivan Colonna a été interrogé par le juge d'instruction antiterroriste Laurence Levert. Ivan Colonna continue d'affirmer qu'il n'est pour rien dans l'assassinat du préfet Claude Erignac. Pour le moment, la justice ne dispose que de 2 éléments à charge. Les aveux des membres du commando qui ont désigné Ivan Colonna comme l'assassin du préfet et les 4 années de clandestinité passées dans le maquis corse, une cavale sur laquelle Ivan Colonna devra forcément s'expliquer. Pour moi, une cavale ne signe rien du tout. Ce qui doit être établi, c'est des charges précises. Et que ces charges soient confrontées aux déclarations des autres. Et je persiste à dire qu'il n'y a aucun élément matériel qui vienne corroborer les déclarations qui sont celles qui l'ont mise en cause. Nous verrons par ailleurs aussi que se posent d'autres problèmes que nous évoquerons vendredi matin devant la chambre d'instruction. Donc Ivan Colonna continue de plaider son innocence, de clamer son innocence. Ivan Colonna est innocent. Les avocats d'Ivan Colonna entendent notamment demander une confrontation avec les autres membres du commando qui ont désigné Ivan Colonna pendant leur garde à vue avant de se rétracter plusieurs mois après. Cette confrontation sera l'un des moments essentiels de l'instruction.